Bonsoir à tous, Bonsoir. bienvenue à l'occasion de cette publication du premier trimestre, du chiffre d'affaires du premier trimestre 2024. Vous êtes assez nombreux ce soir, en français et en anglais. Et nous allons tout de suite démarrer, comme à l'accoutumée, par nos équipes. Nous sommes maintenant 815 personnes dans le groupe Thermador, donc nous avons franchi le cap des 800 personnes. Rappelez-vous, fin d'année dernière, nous étions un petit peu moins de 800. Cela veut simplement dire que les filiales gardent le moral, même si le chiffre d'affaires du premier trimestre est mauvais, vous allez le voir. Nous gardons toutefois le moral et confiance à l'avenir, puisque nous sommes convaincus que notre modèle d'affaires est tout à fait résilient. Donc, un salut à nos équipes, et même si cette période risque d'être un petit peu difficile, nous savons que c'est aussi l'occasion pour nous de gagner des parts de marché. Alors, commençons par le point le plus surprenant de ce début d'année, c'est le point sur les prix. Alors, un petit rappel. En 2021, nous avions, rappelez-vous, une croissance supérieure à 20% qui était décomposée par de la hausse de volume et des hausses de prix. Et c'est ce que nous voyons sur ce graphe. Donc, il faut juste passer les deux diapositives suivantes pour voir effectivement l'effet prix à un petit peu plus de 4% et l'effet volume qui a été extrêmement fort à l'époque. Et vous voyez sur les 3 années qui suivent que cet effet volume et cet effet prix ont progressivement évolué, avec en 2022 un effet prix très élevé, à plus de 10%, un effet volume quasiment nul. En 2023, un effet volume qui a joué négativement, un effet prix toujours positif, et en 2024, sur cette première partie d'année, à la fois un effet volume et un effet prix négatif, ce qui nous amène à une baisse de chiffre d'affaires sur ce premier trimestre extrêmement forte, puisqu'on est au-delà de 17% de baisse. Historiquement, c'est, d'après ce que j'ai connu, sans doute la plus forte baisse trimestrielle jamais enregistrée. Alors, quelques nouvelles de quelques éléments clés de cette première partie d'année. Les logements neufs, le marché du logement neuf reste au plus bas. Et nous ne voyons pas pour le moment d'inversement de tendance sur les logements, la construction, les mises en chantier. Donc vous voyez sur ce graphique les deux courbes, la courbe bleue qui montre les permis de construire et la courbe orange qui montre les mises en chantier. Nous escomptons, et nous le dirons tout à l'heure, toujours un retournement de tendance sur le premier semestre, mais pour l'instant, ce n'est absolument pas constaté. Une vision sur le marché des grossistes en sanitaire chauffage qui sont parmi nos principaux clients. Et vous voyez que là aussi, sur les 3 premiers mois de l'année 2024, leurs chiffres de vente sont extrêmement mauvais, avec un mois de mars à quasiment moins 15%. Donc là, sur ce marché des grossistes sanitaires chauffage, une baisse là aussi très forte par rapport à l'historique. Un regard sur le marché grand public, le marché du bricolage. Et nous voyons que depuis le début de l'année, nous avons enregistré 2 baisses, janvier et février, moins 4,3 et moins 2,3. Donc beaucoup moins fort que le marché B2B professionnel et une tendance à l'amélioration. Plutôt bon signe. Un regard sur les marchés industriels au travers des indicateurs PMI, PMI. Rappelez-vous, ces indicateurs, quand ils sont inférieurs à 50, sont négatifs. Et c'est toujours le cas en France. Nous restons sur une tendance inférieure à 50, même si cette tendance est meilleure qu'il y a quelques mois. Donc nous verrons dans les mois prochains si nous arrivons à retrouver une tendance positive, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Et nous avons également la même tendance en Europe. Vous savez que nous avons une activité en robinetterie industrielle en Europe, une tendance assez similaire que la tendance française. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de chiffre d'affaires? Alors,
ces diapositives que nous vous présentons résument la lettre numéro 114 que vous avez reçue. Cette lettre numéro 114 reprend filiale par filiale les progressions ou les régressions de chiffre d'affaires. Et là, nous avons fait une simplification de manière à vous envoyer les messages principaux. Dans les marchés du grand public, donc une baisse significative qui est due au fait que Mecafer sort d'une année totalement exceptionnelle du fait de la vente des groupes électrogènes en 2022 et 2023, une forte vente de ces groupes électrogènes dans ces 2 années précédentes. Et nous souffrons également d'un printemps extrêmement pluvieux qui n'est pas du tout favorable à la vente des pompes d'arrosage et qui a impacté notre filiale Audrea, mais également notre filiale Jetly dans le canal professionnel. Donc quand on a maintenant un regard sur le canal professionnel, nous voyons que la baisse est là aussi extrêmement sensible, avec des éléments que nous n'avons pas encore mentionnés, et particulièrement le marché MaPrimeRénov'. Le marché qui est généré par les aides gouvernementales MaPrimeRénov'. Vous le savez, les pouvoirs publics français ont décidé de changer les règles d'attribution de MaPrimeRénov'. Ils se sont rendus compte au bout de 2 mois que ces règles n'étaient pas du tout favorables à ce marché. Par voie de conséquence, les attributions de MaPrimeRénov' ont baissé de 40% sur les 2 premiers mois, ce qui a amené les pouvoirs publics à changer leur fusil d'épaule. Donc, on en parlera tout à l'heure. Mais dans un premier temps, une forte baisse dans nos filiales Thermador et Isocel. Un point qui est également important à souligner, quand on regarde le total, moins 17,2, c'est le référentiel. Nous étions, lors du premier trimestre 2023, sur une croissance extrêmement forte, supérieure à 10% par rapport à 2022. Nous nous attendions effectivement à cette baisse consécutivement, à cette hausse l'année dernière assez importante. Patricia reviendra sur ces évolutions trimestrielles et ça nous permettra de nous projeter sur les prochains trimestres. Alors, quelques perspectives. Sur les logements neufs, nous sommes toujours sur la même position, considérant qu'effectivement, nous allons toucher le fond de ce cycle lors du premier semestre de l'année 2024. Quelques signaux encourageants, notamment le marché de l'immobilier qui semble donner des signes positifs. Les taux d'intérêt qui se détendent là aussi pour emprunter et éventuellement investir dans l'immobilier. Donc ce sont des signaux qui pourraient nous faire entrevoir de meilleures perspectives sur le logement neuf dans quelques mois. Alors l'impact sur nos filiales ne se fera sentir sur le logement neuf que début 2025. Je rappelle également que ce marché n'a d'impact direct que sur uniquement 10% de l'activité consolidée du groupe. MaPrimeRénov'. Consécutivement au changement de l'année 2024, les pouvoirs publics ont à nouveau changé et ont publié par voie de conséquence 2 décrets au mois de mars 2024 qui seront appliqués dès le 15 mai 2024. Ces 2 décrets vont permettre de libérer les énergies, je dirais, et libérer ce marché, en tout cas quelques mois, puisque c'est uniquement valable sur l'année 2024, et notamment permettre des rénovations énergétiques monogestes. Changement de générateur, installation d'une pompe à chaleur par exemple, ou installation d'un chauffe-eau solaire. Bien évidemment, cette nouvelle règle qui est énoncée va être favorable à Thermador et Isocel, qui ont beaucoup souffert en début d'année, et qui pourraient voir un impact dès le 3e trimestre de cette année et 4e trimestre. En ce qui concerne les grossistes en sanitaire chauffage, donc vous avez vu tout à l'heure les chiffres extrêmement négatifs. Nous considérons là aussi que nous avons touché le fond de ce cycle et escomptons un redémarrage lors des prochains mois qui pourrait être aussi parallèle au redémarrage de la rénovation énergétique.
Dans le grand public, comme je l'ai dit tout à l'heure, les chiffres sont moins mauvais et là aussi, des signaux positifs sont envoyés par nos clients, ce qui nous laisse des perspectives meilleures pour les mois prochains et peut-être le retour à une croissance sur ce marché-là. Dans le domaine de l'industrie en France, nous restons là sur des résultats sur ce premier trimestre, des résultats qui sont plutôt corrects et des possibilités de gains de perte de marché en France toujours possibles. Donc une bonne confiance sur ce marché-là en 2024 également sur les années futures, du fait d'une action constante de nos équipes et de parts de marché qui sont raisonnables. Dans le cycle de l'eau, nous travaillons avec les industriels français de l'eau de pluie, et c'est notre filiale Jetly qui est au sein de cette association et qui travaille pour la promotion des solutions qui permettent de récupérer l'eau de pluie et de l'utiliser par exemple pour les toilettes ou l'arrosage. Si nous parvenons à convaincre les pouvoirs publics d'adapter la régulation pour favoriser ces matériels, bien évidemment, nous en aurons des retombées commerciales et ça présente un avantage énorme pour la collectivité puisque ça permet d'économiser énormément d'eau potable. À l'international, nos équipes espagnoles sont sur une année record, 2023, donc nous ne pouvons pas escompter de leur part une forte progression sur 2024 ou même une progression, mais bon, nous les encourageons tout de même à maintenir ce niveau d'activité. La situation est un petit peu la même pour Sodeco en Belgique, qui a successivement eu 2 années records, 2022-2023. En revanche, Safeco reste notre filiale principale sur l'international, avec des ambitions de développement du fait des possibles développements de parts de marché en Europe principalement et également un petit peu sur les pays africains. Enfin, je termine sur les perspectives en ce qui concerne les prix. J'avais donné fin décembre 2023 une estimation d'un effet prix de 3% sur l'année 2024, ce qui était une erreur, on le sait maintenant puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons enregistré un effet prix négatif sur ce premier trimestre. Et donc, bien évidemment, nous révisons notre estimation 2024 et escomptons ou attendons maintenant un effet prix à minima de 3% négatif sur l'année 2024. Ce qui fait quand même une grosse différence par rapport à nos premières estimations. On passe d'une estimation de d'une estimation de plus 3 à une estimation de moins 3, un écart de 6%. Patricia, tu finis sur les perspectives et puis tu nous donnes quelques chiffres. Alors, concernant les perspectives, effectivement, donc nous avons coutume en fait, de vous présenter ce graphe qui montre en fait, le poids de chaque trimestre. Et effectivement, on commence 2024 avec un trimestre en forte baisse. Nous considérons que ça constitue le point bas, puisque moins 17%, c'est le point bas. Et quand on regarde sur les 4 dernières années, effectivement, c'est une mauvaise performance. Donc les moins 17% point bas. Derrière, après, quelles sont les perspectives par rapport à cela? Les perspectives, effectivement, comme l'a présenté Guillaume, on escompte avoir une reprise, une remontée sur le deuxième semestre, donc à la rénovation énergétique avec MaPrimeRénov'. Et puis peut-être un aspect météo qui sera beaucoup plus favorable. Donc nous avons quand même des perspectives, et c'est bien ce que nous avions communiqué dans nos lettres aux actionnaires quand nous avons publié les résultats à fin décembre. Nous avions bien en fait communiqué sur le fait que le premier semestre sera un semestre challenging. Voilà, puisque nous avions eu le premier trimestre 2023 qui était fort, qui était encore avec une croissance à plus 10%. Donc nous avions bien communiqué sur cela, et donc premier semestre un peu en berne, et avec une reprise en fait sur le deuxième semestre. Donc on continue en fait de communiquer dans ce sens avec des éléments qui vont être favorables sur le deuxième semestre 2024. Je vais passer ensuite sur la diapositive suivante qui vous montre nos objectifs de croissance.
C'est quelque chose que nous avons rappelé lors de notre Assemblée générale du 2 avril qui a eu lieu sur Lyon, où nous avons réuni plus de 215 de nos actionnaires. Donc, c'est exactement pour montrer là où on en est. Donc, entre 2019 et 2029, notre perspective est de doubler notre objectif et de doubler notre chiffre d'affaires sur une année, enfin sur une période de 10 ans. Pour cela, ça veut dire que ça représente une croissance moyenne de 7% par an. Si on regarde donc de 2019 à 2023, nous avons pris une avance par rapport à nos objectifs. Et la courbe en fait, de couleur taupe le montre de façon claire. Donc nous sommes en avance par rapport à nos objectifs. Donc 2024, effectivement, nous escomptons un retrait par rapport à cela, mais c'est à mettre en ligne avec finalement l'avance que nous avons déjà pris, que ce soit 2021, 2022, 2023. Donc ça concerne la partie chiffre d'affaires. Et puis nous avons en fait échangé avec nos analystes, les analystes qui suivent en fait l'action Thermador, que sont le CIC, Odo et Ports-en-Part. Et de par nos échanges sur la réalisation du premier trimestre en termes de chiffre d'affaires, nous avons quand même beaucoup échangé sur la partie marge commerciale et sur la partie des frais, notamment quelle est la part de des frais variables dans nos frais totaux. Donc, concernant la marge commerciale, les éléments importants à souligner, c'est d'abord le fait que nous avons une marge qui se tient depuis le début de l'année. Nos filiales, sur les années où on a été très challengé, et 2022 en était une avec des augmentations de prix, 2023 également, nos filiales en fait, ont montré une résilience et une capacité à défendre le niveau de notre marge commerciale. Donc nous pouvons escompter que ça va durer sur cette année 2024 et nous voyons déjà dans les premiers mois de cette année. Ensuite, l'autre élément important au niveau de la marge commerciale, c'est l'effet dollar, puisque nous achetons 29% de nos produits en Asie et nous payons en dollars essentiellement. Et si nous regardons l'effet, le taux de change sur le premier trimestre 2024, il est plus favorable que le premier trimestre 2023. Donc quelque part, ça va, comme nous sommes sur un prix moyen d'achat, en fait, on va en bénéficier un petit peu plus tard dans l'année. Donc ça, c'est un effet positif à prendre en compte. Ensuite, donc ça, c'est pour la partie marge commerciale. Sur les éléments, sur les frais, donc ce qu'il faut noter, c'est que le poste le plus important dans notre compte de résultat concerne les frais de personnel. Et ces frais de personnel, nous avons une partie qui est en rémunération fixe et une partie qui est en rémunération variable. Et la partie rémunération variable représente 21% de la rémunération, ce qui fait qu'effectivement, si nous anticipons une baisse de notre résultat, mécaniquement, les primes en fait, distribuées suivront cette même tendance. Ensuite, sur les frais variables, nous avons dans nos frais variables 3,7% de nos frais qui sont des frais variables. Ça concerne donc les transports sur vente. On a des commissions sur vente également qui sont en fonction donc, du niveau de chiffre d'affaires atteint. Nous avons tout ce qui concerne l'intérim, l'utilisation de personnel intérimaire pour renforcer nos équipes. Et le quatrième poste concerne les frais d'emballage puisque nous réemballons les produits avant d'être livrés chez nos clients. Et ça, effectivement, c'est bien en ligne avec le montant, enfin le volume de chiffre d'affaires. Donc tout ça, ce sont des frais variables. Après, les autres événements qui vont représenter des économies en 2024, nous souhaitions en fait souligner, mais ça nous avions déjà communiqué des éléments sur nos consommations d'énergie et de gaz, puisque c'est un poste en fait qui avait augmenté en fait en 2023. Nous avions plus d'1 million d'augmentation de coûts sur ce poste. Et donc, si on regarde 2024, les perspectives sont meilleures. Déjà, nous avons renégocié nos prix 2024, que ce soit pour le gaz et l'électricité, et avec une baisse anticipée à peu près à moins 40%. Cela va être bonifié par les réductions de consommation. Donc, si on regarde 2023, nous avions déjà commencé à réduire nos consommations, que ce soit électrique et gaz. Le gaz, moins 30%. L'électricité, moins 9%. Donc si on table sur une poursuite de ces économies,
Et ça, c'est effectivement c'est le travail de toutes nos équipes dans nos entrepôts, mais dans nos bureaux, de travailler sur un plan de sobriété. Si on escompte des effets encore positifs des plans de sobriété, ça nous permettrait de baisser nos coûts d'énergie. Voilà, donc ça c'était pour les éléments liés à la marge commerciale et aux frais. Donc je vais passer sur le montant de nos investissements et ça va être ensuite en lien avec notre position de trésorerie. Donc ça, effectivement, nous avions également présenté cette diapositive lors de notre assemblée générale, puisque souvent on nous demande comment on va consommer notre cash sur l'année. Et dans nos consommations, nous avons le paiement des dividendes qui ont été payés cette semaine et nous avons également des investissements qui sont en lien avec des projets immobiliers, mais également des projets d'optimisation logistique ou des projets informatiques. Donc pour l'année 2024, le budget de ces investissements était de 9,7 millions avec 45% liés à l'immobilier. Et déjà, en fonction des projets, de l'avancement des projets, nous pouvons déjà en fait communiquer sur le fait que nous ne dépenserons pas totalement les 9,7 millions sur l'année 2024. Il y aura des projets qui amèneront à des dépenses plutôt sur le premier trimestre 2025. Je vais passer sur la diapositive suivante. Donc, nous n'avons pas coutume à la fin du mois de mars de communiquer sur notre trésorerie, mais nous avons souhaité le faire puisque nous avions communiqué sur une amélioration de notre trésorerie à fin décembre 2023, puisqu'on était à 35 millions de cash versus 16 millions en 2022. Cette amélioration s'est poursuivie puisque à fin mars 2024, nous totalisons une trésorerie de 45 millions. Pour rappel, notre endettement à fin décembre était de 38,7 millions. Donc, quand on regarde les 45 millions, la question que nous avons, c'est que ça concerne le complément de prix payé donc, à des pays. Donc, il est déjà payé à fin février 2024. Mécaniquement, nous avons une augmentation de 10 millions, mais sans le paiement en fait, du complément de prix, nous en serions à 15 millions de cash supplémentaires. Donc, si on regarde ça, effectivement, ces 45 millions de trésorerie sont aussi placés et vont nous permettre de générer des intérêts, enfin des produits financiers, et puis de couvrir aussi des investissements et potentiellement… et payer nos dividendes. Oui, mais ça y est, c'est déboursé. Le 16 avril, ça a été déboursé, mais c'est pas dans les 45 millions. Donc, ça fait déjà 45 moins 19, on en arrive à 26. Et après, effectivement, nous avions une opération de croissance externe et cet apport de trésorerie va nous permettre de financer cette croissance externe. Ça tombe bien parce qu'il y a une question, je t'interromps, parce qu'il y a une question au sujet. Où en sommes-nous de cette croissance externe avec Compteur Énergie? Je reprends la question d'une des personnes qui nous écoute. Alors, Patricia, tu peux nous dire où on en est? Nous avons en fait fini tout ce qui concerne les audits financiers, les audits juridiques. Et nous sommes en fait en phase de rédaction du protocole d'accord. Et à toute acquisition, il y a un certain nombre de garanties. Donc nous sommes sur le travail juridique de rédaction de ces documents. Merci, excuse-moi de t'avoir interrompu. Pardon, oui, non, mais je suis, voilà. Tu peux poursuivre. Je peux poursuivre. Donc j'en étais, j'avais fini sur la trésorerie. Voilà, et donc je voulais vous commenter la diapositive suivante qui vous montre le parcours boursier depuis 10 ans de Thermador Group. Donc on est sur un rendement annuel avec les dividendes réinvestis et on voit effectivement que Thermador est toujours sur une tendance meilleure que celle du CAC 40 puisque nous sommes à 12,3% par an versus un 9,6% par an pour le CAC 40. Et cette courbe, vous la retrouvez sur notre site internet, Thermador Group, et elle est rafraîchie automatiquement. Donc, la notion de 10 avril, nous avons en fait une courbe qui est beaucoup plus à jour que ça, si vous vous loguez sur notre site internet. Bien, merci Patricia. Alors, je précise à ceux qui nous écoutent que nous attendons vos questions sur l'onglet « Questions ». Et non pas sur le chat. Bon, si vous mettez vos questions sur le chat, Arlette se fera un plaisir de les transférer sur la rubrique questions. Donc une première question de Sylvie Aubert qui nous demande
si nous allons saisir des opportunités d'acquisition à l'aide de notre bon bilan. Donc, je vous remercie pour le qualificatif de bon. Effectivement, on a quand même un bilan solide. Ou plutôt garder notre cash et faire le dos rond. En fait, je répondrai différemment. Nous n'avons pas actuellement d'opportunités d'acquisition qui nous paraissent intéressantes à moyen long terme pour le groupe. En tout cas, rien d'extrêmement significatif. Et donc, il ne faut pas s'attendre pour cette raison-là, et non pas pour des problématiques financières, il ne faut pas s'attendre en 2024 à une opération significative d'acquisition dans le groupe Thermador. Sauf surprise, mais si c'est le cas, on vous préviendra bien évidemment. Il y a une autre question de Sylvie qui a été posée sur le chat par rapport... alors il y a une double question. Le problème de l'eau, entre parenthèses sécheresse, est devenu crucial. C'est mauvais pour les piscines et donc un marché de moins pour vous. Sylvie, je vous trouve très radicale et nous n'avons pas du tout cette vision-là du marché de la piscine et nous faisons la promotion de solutions techniques qui permettent à la fois de bénéficier de l'intérêt d'une piscine, mais également d'économiser l'eau et l'électricité. Alors, quelles sont ces solutions techniques? Des pompes à faible consommation électrique, même si elles coûtent plus cher, on s'y retrouve très vite en retour sur investissement du fait de l'augmentation du prix de l'électricité aujourd'hui et demain. Des solutions également pour économiser l'eau. Imaginez la taille d'une piscine, c'est un véritable capteur d'eau. Si vous avez la bonne idée d'avoir une cuve de récupération d'eau à proximité de ce capteur, ça vous permet, notamment en été, de récupérer l'eau qui vient des orages et ensuite de réalimenter votre piscine. Nous avons aussi des solutions techniques qui permettent d'éviter l'évaporation en été de l'eau. Toutes ces solutions rendent l'utilisation et l'usage d'une piscine tout à fait sobre et donc tout à fait concevable, même dans une vision d'économie. Donc voilà, c'est pour le marché de la piscine. Donc ce marché n'est pas terminé pour nous. Au contraire, je pense qu'on a encore de belles choses à faire. On peut dire quand même que ça fait depuis déjà 3 ans qu'au niveau d'Aello, en fait, ils travaillent sur ces solutions et ils l'ont présenté à différents salons. Et maintenant, effectivement, c'est convaincre les installateurs de pousser ces solutions. Donc ça, c'est maintenant le travail qui est en train d'être réalisé par les équipes d'Aello. Et la suite de la question, expliquez davantage quel rôle vous pouvez jouer pour l'économie d'eau. Alors, je l'ai expliqué sur l'eau de pluie qu'on peut utiliser pour les toilettes ou pour l'arrosage. On peut éventuellement imaginer aussi demain utiliser cette eau pour la machine à laver. C'est tout à fait possible. Alors quand vous faites une économie d'eau potable sur les toilettes et la machine à laver, dans une famille classique, vous pouvez diviser déjà votre consommation d'eau par 2. Donc c'est très important. Imaginez ça, à l'échelle du pays, ça représente des volumes extrêmement importants. Il y a aussi d'autres solutions techniques qui permettraient de récupérer l'eau de la douche, par exemple. Ça mérite de la réglementation qui n'existe pas aujourd'hui, mais cette eau de la douche qui est juste salie par un petit peu de savon et pas grand-chose d'autre peut être réutilisée, par exemple, pour les toilettes. Idem pour l'eau qu'on utilise dans la cuisine qui peut être réutilisée dans les toilettes. Donc, ces solutions techniques existent. C'est pour ça que nous avons un travail à faire vis-à-vis des pouvoirs publics de manière à adapter la réglementation et pouvoir mettre ces solutions techniques à disposition des utilisateurs et économiser l'eau, qui est un enjeu majeur pour la France, mais également pour beaucoup de pays européens. Je vais peut-être passer sur la partie anglophone. Vas-y. Donc j'ai deux questions en fait de la part de Matt. Alors donc je pense que Neil voit les questions en anglais. Donc en fait la question c'est est-ce que vous pouvez quantifier l'effet de MaPrimeRénov' sur votre croissance de chiffre d'affaires? Donc si on parle de mémoire, on avait communiqué sur ce chiffre-là. Donc c'était sur l'année 2022 où on était sur à peu près 40 millions de croissance qui était en fait due au mécanisme de MaPrimeRénov'. Donc effectivement, quand on regarde sur le premier trimestre 2024,
il y a la partie rénovation énergétique MaPrimeRénov', il n'y a pas de chiffre d'affaires généré, ce qui explique la baisse de chiffre d'affaires de Thermador, qui est notre filiale principale, qui agit sur le marché de la rénovation énergétique. Donc la deuxième question concerne la deuxième question, toujours de maths. Et en fait, oui, la première, c'était sur la partie MaPrimeRénov', et donc la deuxième, c'était lié vraiment donc c'est la même. Et la troisième question, c'est est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur les explications de la sous-performance de DPI depuis que nous l'avons acquise? Alors, l'explication, elle date de l'année dernière. Alors, c'est vrai que depuis que nous l'avons acquise, cette société a notoirement baissé son chiffre d'affaires. On l'a déjà expliqué sur l'année 2023. Une forte baisse de chiffre d'affaires qui était due à la fois à la baisse de matières premières, mais également au non-report de chantiers très importants pris en 2022. Et c'est vrai qu'on démarre l'année 2024, là aussi avec une baisse de chiffre d'affaires, là par rapport à 2023, qui est là aussi due à un effet prix extrêmement défavorable. Alors, il est clair qu'avec l'augmentation du prix du pétrole, logiquement, on a un sous-jacent sur le prix qui devrait nous être beaucoup plus favorable dans les mois qui viennent. À la limite près que la concurrence est extrêmement vive actuellement sur ce marché. Chaque intervenant cherche des volumes avec une concurrence extrêmement féroce. Donc on est effectivement sur une période, d'après ce que me disait Grégory Urpi, le dirigeant de cette société, qu'il n'a, lui, jamais connu dans ce métier. Bon, je pense que c'est temporaire, mais c'est vrai que les temps sont durs pour des pays. Après, je pense que quelque part, quand on avait étudié l'acquisition de DPI, on avait bien conscience qu'il y avait un phénomène de hausse de prix qui se reportait directement dans le chiffre d'affaires. Donc on avait eu effectivement un certain nombre de perspectives en termes de chiffre d'affaires. C'est pas ce que nous avions retenu en fait, dans les évaluations que nous avons faites. Et l'autre élément, on dit qu'elle sous-performe, que DPI sous-performe. Mais si on regarde son niveau de résultat, on voit que quelque part, c'est ce qu'ils ont énormément travaillé en 2023. Ils ont ouvert des petits clients, des plus petites affaires avec une marge plus forte. Et quand on regarde 2022, finalement, ils avaient 62 millions d'euros de chiffre d'affaires avec des grosses affaires, des gros marchés, et des gros marchés avec des marges plus faibles. Donc effectivement, 2023, ils ont effectivement eu une baisse du chiffre d'affaires, mais la rentabilité, elle a été préservée. Et donc maintenant, 2024, on verra par rapport en fait aux réalisations. Et ce qui est important, c'est effectivement, il y a des frais de structure qui sont très bas chez des pays. Donc c'est la préservation de la marge et la défense de la marge commerciale. Une question de Pierre. Vous avez parlé de vos achats avec des taux plus favorables. En revanche, envisagez-vous de négocier, voire de vous réorienter vers d'autres fournisseurs? Non, le travail, alors la réorientation vers d'autres fournisseurs dans des périodes difficiles, ce n'est pas l'esprit de la société, puisque nous travaillons avec nos fournisseurs en partenariat. En revanche, la négociation des prix, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel dans nos relations. Et nous avons vu beaucoup de nos fournisseurs, de leur propre initiative, nous proposer des baisses de prix, justement pour faire face à un marché plus difficile. Et donc, quand Patricia a parlé d'une capacité que nous avons à conserver la marge commerciale, effectivement, si vous faites le rapprochement entre une baisse de nos prix et une conservation de la marge commerciale, ça veut également dire que nous bénéficions de meilleures conditions de la part de nos fournisseurs. Mais c'est un travail que font nos services achats, c'est un travail que fait nos services achats tout à fait régulièrement. Pouvez-vous revenir plus en détail sur les décrets qui devraient permettre à la dynamique du marché de la rénovation de se redresser? Alors, ils sont déjà passés, les décrets. Les décrets ont été publiés et vont rentrer en application le 15 mai. Principalement, et pour ne pas rentrer trop dans les détails sur ce sujet, ça permet aux acteurs de la rénovation énergétique de faire financer des opérations,
qu'on appelle monogeste, c'est-à-dire changer un générateur, une vieille chaudière par une pompe à chaleur par exemple, ou installer un chauffe-eau solaire comme appoint de chauffage pour l'eau sanitaire. Ces opérations monogestes étaient rendues difficiles, voire impossibles, avec les précédents changements. Donc, ce changement d'orientation de la part des pouvoirs publics est un changement temporaire pour l'année 2024. Nous gardons l'ambition, avec les pouvoirs publics, et à long terme, de favoriser les rénovations globales qui sont beaucoup plus vertueuses, puisque ça permet à la fois d'avoir des générateurs plus performants, mais également dans une enveloppe plus performante. Il faut que les maisons soient isolées et que les générateurs à l'intérieur soient performants. Parce que si vous mettez une belle pompe à chaleur très performante dans une passoire thermique, l'effet escompté est tout à fait déplorable. Donc, nous nous adaptons. Nous avons actuellement les matériels disponibles et nous sommes prêts à accompagner ce nouveau changement durant l'année 2024 et à nous adapter à la réglementation en 2025 qui reviendra sûrement sur le principe d'un accompagnateur rénov'. Le principe de l'accompagnateur rénov', c'est qu'on doit, quand on est particulier et qu'on souhaite rénover sa maison, passer systématiquement par cet accompagnateur de manière à ce que lui fasse office de maître d'œuvre du chantier et assure une performance globale des opérations. Donc l'idée est bonne, mais met un petit peu de temps à se mettre en route. Nous avons besoin approximativement de 4-5 000 accompagnateurs rénov' en France. Actuellement, nous devons en décompter à peu près 3 000. J'ai une question de iWell. Est-ce que vous pouvez commenter un peu plus l'évolution du prix? Pourquoi le prix est si faible depuis le début de l'année? Et vos attentes au niveau prix, si jamais le marché est lent à rebondir? Donc effectivement, c'est le commentaire que faisait Guillaume. On était parti plutôt sur une estimation de l'augmentation des prix de plus 3%. Et ce qu'on annonce, en fait, c'est une baisse des prix de vente. Effectivement, ça a été plus rapide qu'escompté, puisque dans notre mécanisme de fixation des prix, on a en fait des prix bruts, des prix tarifs qui ont été fixés en fin d'année. Et ces prix tarifs ont été soit étals, enfin au même niveau, soit avec une légère augmentation, genre de 3%. Et effectivement, quelque part, la concurrence, les volumes étant faibles, on est beaucoup plus bataillé sur les niveaux de remise à consentir. Donc ça explique en partie ça. Le deuxième élément, c'est lié aussi à des pays avec des augmentations de prix matières qui ont baissé. Est-ce que tu vois d'autres points par rapport à ça? Simplement, effectivement, par rapport à cet étonnant retournement de tendance. Alors, on attendait un retournement de tendance, mais pas si brutal. On a questionné forcément les filiales de manière à avoir une idée plus précise. Et finalement, on leur a demandé quelle est pour vous votre estimation de l'impact prix sur l'année complète. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en reprenant les éléments qui nous ont été communiqués par les filiales, on se projette sur un effet prix négatif de 3% sur 2024, avec quand même une relative incertitude parce qu'il y a des centaines de gammes différentes, des milliers de clients, des prix nets, et tout ça, ça bouge très vite. Et donc voilà, on va vous tenir informés, mettre à jour cette donnée en actant le fait que nous nous sommes trompés fin d'année dernière dans notre estimation, avec un retournement très très rapide de cette tendance. Baptiste demande quelle est la part de croissance organique et externe dans l'objectif de 7%. Fort heureusement, nous ne rentrons pas dans ce détail dans nos objectifs qui figurent aux pages 10 et 11 du document d'enregistrement universel. Nous avons effectivement en croissance externe pas mal de leviers pour agir. À la fois des prises de parts de marché, utiliser l'effet prix quand c'est possible, donc ce n'est pas le cas cette année, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on en a quand même bien bénéficié les années précédentes, créer des nouvelles gammes, éventuellement créer des nouvelles filiales, conquérir de nouveaux territoires, tout ça ce sont des possibilités, en France, à l'international, tout ça ce sont des possibilités qui s'offrent à nous en croissance organique. Et la croissance externe vient effectivement amener un plus pour assurer ces 7%. Mais nous n'avons pas théorisé cet équilibre organique externe. Nous sommes des gens absolument pragmatiques.
Et ça confirme bien, en fait, ça répond aussi à la question de Matt qui nous demandait si les 7% de croissance intégraient les acquisitions. Effectivement, la croissance externe fait partie des moyens pour atteindre cet objectif. Raphaël revient sur l'effet prix. Alors, comme je l'ai dit dans ce début de présentation, c'est quand même l'information majeure de cette publication. Et il conclut, est-ce que cette baisse pourrait s'accentuer? Alors, je l'ai dit, hein, ça peut s'accentuer un petit peu. Pour l'instant, l'estimation, c'est moins 3%. Je ne pense pas qu'on aille vers une déflation absolument terrible, parce qu'au niveau des usines européennes, qui représentent 2 tiers de nos approvisionnements aujourd'hui, un petit peu plus, hein, quasiment 70%, nous ne voyons pas des prix baisser d'une manière très significative. Ces ajustements de prix viennent plutôt effectivement des produits des pays asiatiques. Je n'ai pas de questions de mon côté. Alors, Patrick demande, en tant que distributeur, la marge brute n'est-elle pas un meilleur indicateur de performance que le chiffre d'affaires? Ne pouvez-vous pas communiquer plus dessus? Alors, enfin, on communique sur la marge, le résultat opérationnel, le résultat net semestriellement et traditionnellement sur le chiffre d'affaires trimestriellement. Et on donne quand même dans notre mais je pense DUO. que c'est plutôt lié aux publications. Oui, non, mais exemple historique. Donc en fait, oui, effectivement, on met en fait notre marge sur les 10 dernières années. Ce qu'on constate, pour vous rassurer, c'est que, comme l'a dit Patricia tout à l'heure, la marge commerciale est vraiment de la responsabilité de nos filiales et c'est quelque chose qu'ils maîtrisent quand même bien. Vous voyez sur l'historique que l'on publie dans le document d'enregistrement universel que cette marge varie assez peu. Donc il n'y a pas vraiment d'utilité à communiquer trimestriellement sur des données qui sont relativement stables. S'il y avait une variation très forte de la marge commerciale, ce serait notre devoir de communiquer précisément dessus, mais ce n'est pas utile de le faire si on considère qu'il n'y a pas de choses très significatives sur ce sujet. Et après, pour rappel, on communique le résultat, la marge brute, on communique quand même filiale par filiale chaque année, donc ça vous permet quand même de voir les évolutions et ça met en lien avec les activités dans lesquelles nos filiales opèrent. Donc on a quand même une granularité de l'information qui est quand même très très fine. Raphaël revient sur un événement de l'Assemblée générale et demande comment expliquer l'accueil des salariés réservé concernant les actions gratuites, parce qu'effectivement cet accueil réservé est contre-intuitif. Alors dans le groupe Thermador, nous sommes transparents. Vous le savez, nous avons une culture de la transparence qui est extrêmement forte. Et préalablement à l'Assemblée générale, nous faisons l'exercice d'expliquer à nos salariés, en 2 grosses réunions, les enjeux des différentes résolutions. Et nous avons clairement expliqué aux salariés que le concept des actions gratuites n'était pas tout à fait gratuit, hein, puisque les actions gratuites coûtent à l'entreprise et au groupe, et par voie de conséquence peuvent se répercuter sur le compte de résultat des filiales, voire dans certains cas sur le niveau du résultat opérationnel et éventuellement sur les primes, la participation et l'intéressement. Donc c'est vrai que les salariés ont vu cette possibilité comme étant un risque sur leur rémunération à court terme, même si la promesse long terme était extrêmement intéressante. Et donc il y a quand même une part significative des salariés qui ont exprimé de la réserve. Et nous considérons, quand je dis part significative, en ce qui concerne la résolution qui était destinée aux salariés, c'est 40% qui ont voté contre ou qui se sont abstenus. Et donc nous considérons que nous n'avons pas suffisamment d'adhésion pour nous lancer dans un projet de ce type-là et recommençons le travail de réflexion de manière à trouver une solution qui soit plus consensuelle. Rudolf pose une question. Vos difficultés s'expliquent principalement du marché du neuf et des mises en chantier. Non, ce n'est pas exactement ça. La baisse du premier trimestre n'est pas due principalement à ça.
c'est dû principalement à la rénovation énergétique, hein, puisque ça a touché notre première filiale, et c'est dû à l'effet prix qui s'est retourné. L'effet sur les logements neufs se voit tout particulièrement sur deux de nos filiales, PB Tube et Thermacome. Donc ça a un effet, mais ce n'est pas l'effet principal. Et on avait déjà, en fait, en 2023, cet effet sur la partie du neuf. Alors, est-ce que ça inquiète les pouvoirs publics? Je ne sais pas, il faudrait leur demander. Mais je pense que ça a de quoi les inquiéter parce que nous avons quand même besoin de logements en France et que par définition, il va quand même falloir repartir sur une dynamique positive. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a des indicateurs qui nous montrent que l'immobilier va un petit peu mieux. Et donc, logiquement, le logement neuf devrait repartir juste après. En tout cas, c'est ce que nous escomptons. Et effectivement, quand vous dites que ça vous semble des baisses qui sont très importantes, nous sommes historiquement très bas sur ce marché du logement neuf en France. Annabelle nous demande, pouvez-vous s'il vous plaît chiffrer la baisse des coûts d'énergie attendue sur 2024 ? Patricia. Alors, ce que j'ai dit, c'est que le prix en fait, avait baissé de moins 40% et qu'on avait déjà eu des baisses en fait, dans nos consommations. Donc, on avait eu un surcoût de 1 million en 2023 versus 2022. Donc, effectivement, je n'ai pas forcément quantifié plus que ça dans les budgets, mais on sait que notre coût était... ça sera 40% d'à peu près 2,5 millions d'économies que l'on ferait. Voilà ce que je peux répondre en supposant qu'il n'y a en considérant que les baisses de consommation ne seraient pas très importantes sur cette année, ce qui n'est pas forcément ce que nous escomptons, puisque nous avons mis en place un certain nombre de panneaux photovoltaïques et qui couvrent les besoins de certains sites. Quand on a cette couverture, c'est entre 30 et 40%. Voilà, donc je pense qu'il y aura quand même des économies, notamment sur la partie électricité, où là, on avait une baisse de 9%. Alors, promis, à l'issue du premier semestre, on calculera, vous fera un point précis sur ce volet. Alors, je rappelle quand même que les premiers postes de charge dans le groupe Thermador, c'est la masse salariale, les transports, l'emballage, les bâtiments, forcément, le coût des bâtiments, oui. Voilà. Bien sûr, oui. L'électricité, c'est un coût, mais ça ne fait pas partie des premiers postes. Ouais. Mais on reviendra avec précision sur ce sujet. Ce qu'on avait bien communiqué, c'est qu'on a eu un surcoût de 1 million, et ce surcoût de 1 million, finalement, il a été compensé par ce qu'on a gagné au niveau des frais de transport, qui étaient de 1 million. Et ces 1 million sur les frais de transport, c'était à la fois la partie volume et la partie négociation tarifaire. Régis demande, n'est-il pas opportun d'accélérer le développement international pour amortir les baisses sur le marché domestique ? Effectivement, c'est tout à fait opportun et c'est ce que nous essayons de faire. Et je peux vous dire que nos équipes internationales ne chôment pas. Et donc, si je leur dis qu'il faut travailler plus, ils vont me dire « Guillaume, tu exagères un petit peu tout de même ». Donc, il y a un gros travail qui est fait par nos équipes. La façon qu'on pourrait trouver d'aller plus vite à l'international, c'est de réaliser une belle acquisition à l'international. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, nous n'avons pas trouvé la cible idéale qui pourrait nous rejoindre et s'adapter tout à fait à notre business model. Mais vous avez raison, ça fait partie des enjeux importants du groupe de sortir de la dépendance, en tout cas un petit peu, de la dépendance du marché français. Alors, le marché français est moins bon en 2024, mais il nous a quand même bien soutenus en 2021 et 2022. Donc, il ne faut pas jeter le marché français aux orties parce qu'on a un début d'année 2024 difficile. Pierre demande, nombre de personnes ne peuvent pas solliciter, montant sur leur revenu, la prime Rénov'. L'idée de lancer une vaste promotion ciblée sur des équipements économie d'eau, ne serait-elle pas une manière de relancer les ventes ? Par expérience, ces matériels qui sont plus chers et qui permettent des économies mettent énormément de temps à être vendus. Pourquoi ? Parce que nous avons affaire à une filière professionnelle assez traditionnelle et quand nous arrivons avec des matériels plus sophistiqués et plus chers, il est clair que nous allons contre les habitudes des professionnels, des installateurs et des chauffagistes. Et donc il y a une énorme inertie. Donc, si vous êtes particulier et que vous souhaitez investir dans des matériels plus performants, n'hésitez pas, là aussi, à jouer votre rôle de prescripteur et à demander, par exemple, à votre installateur des matériels plus performants.
en ce qui concerne les pompes, la régulation, les robinets de radiateurs, tout un tas de matériels qui aujourd'hui ont évolué et si vous êtes prêt à payer un petit peu plus cher, qui sont là pour vous apporter de l'économie d'énergie. Donc nous travaillons sur ces sujets, mais ce sont des sujets qui mettent énormément de temps à avoir un impact sur le marché. Alors quand la réglementation l'impose, là pour le coup c'est absolument radical. Nous avons eu l'exemple dans notre marché il y a quelques années, quand la réglementation a imposé à toute l'Europe de changer la consommation, et donc les normes de consommation électrique, des circulateurs de chauffage. Donc tout le monde les a changés en même temps. Ça a effectivement multiplié le coût d'investissement quasiment par 2, mais ça a divisé d'une manière extrêmement significative la consommation électrique en France et en Europe par ces matériels-là. J'en ai fini avec les questions qui sont sur le chat. Il est 18h53. Oui, j'ai plus de questions de mon côté sur la partie anglophone. Alors, est-ce qu'il reste des questions qui ont glissé sur... Alors, j'étais sur le registre questions. Est-ce qu'il y en a qui ont glissé? J'ai pas l'impression. Il y a des commentaires, mais... Alors, il y a un commentaire. Les actions gratuites aux salariés, je n'aime pas ça. Être actionnaire, ça se mérite. Alors, Denis, vous êtes un peu radical parce que beaucoup de nos salariés sont actionnaires, soit en direct, soit au travers du FCPE. Et ça représente, si on rajoute les retraités, ça représente un petit peu moins de 7% du capital. Donc on a quand même cette culture dans le groupe Thermador et beaucoup de nos salariés sont actionnaires et le méritent. Actionnaires en direct, on en a 171. Et c'est sans compter en fait les membres du COMEX. Donc effectivement 171 et on est en augmentation par rapport à l'année passée. Donc l'actionnariat a été toujours très bien développé auprès des salariés. Après, le fait d'avoir une... ça fait partie aussi des commentaires qu'on a eus lors de notre assemblée générale de notre actionnaire allemand qui a voté pour en fait, les résolutions qui concernaient les plans d'action gratuite et qui a fait le commentaire comme quoi lui ce qu'il préférait c'est qu'il y ait effectivement une part d'investissement de la part du salarié. Et ça c'est des choses qu'on a pu entendre. Voilà. Dans nos objectifs de développement durable, il y a une partie gouvernance dans laquelle nous exprimons notre souhait de faire monter nos salariés à hauteur de 8,5% du capital en 2030. Ce n'est pas simplement par idéologie, c'est que nous avons la conviction que des salariés actionnaires sont des salariés plus engagés à long terme. Et nous savons que les sociétés qui ont beaucoup d'actionnaires à leur capital sont des sociétés qui, globalement, sont beaucoup plus performantes. Et nos salariés nous ont montré leur implication, puisque à chaque fois qu'on a fait des opérations, le FCPE il a été encore souscrit à plus de 86% sur l'année 2024, puisque c'était sur le premier trimestre. Donc au niveau du FCPE, on a vu un engagement de nos salariés. Et dans les opérations qu'on a faites où il y a eu une augmentation de capital réservé aux salariés, à nouveau, ça a été sursouscrit. Donc on voit vraiment l'intérêt de nos salariés pour l'action. Et là, effectivement, en fait, on voulait le mettre en place pour l'ensemble des salariés. Je pense qu'il y a de la pédagogie à faire. Et puis, aussi, beaucoup de salariés nous ont rejoints il n'y a pas très longtemps. Donc, il y a un devoir pédagogique. Et puis, ça fait partie de nos projets de communication. Et ça va être un travail qu'on va continuer dans les mois sur de l'année 2024. Bien, je crois qu'on a terminé de répondre aux questions qui nous ont été posées. Je vérifie de mon côté. Il est 18h56, ça va nous permettre de respecter les horaires. En vous remerciant de votre présence, de vos questions, et puis je vous souhaite tout de même une excellente soirée. Et donc à très bientôt pour la publication de nos résultats semestriels. Très bonne soirée à tous et à toutes.